Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le premier live talk depuis la rédaction lausannoise de 24 heures. L'été est là, les festivals aussi, et notre invité à chaque année a la lourde tâche de faire danser les foules les premières semaines du mois de juillet. Merci Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz Festival, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi. On va rester ensemble pour une quarantaine de minutes. Vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre qui s'affiche sur votre écran, en bas de votre écran. Mathieu Jaton y répondra avec plaisir, j'imagine. Avec plaisir, oui. Voilà, plaisir d'autant plus grand que visiblement ce que vous nous annonciez dans un article du matin de dimanche il y a quelques jours, les ventes sont très bonnes. Oui, ça se passe bien. Ok. Et vous confirmez également que l'édition à venir sera la dernière hors les murs. La dernière édition hors les murs du Montreux Jazz. Il faut rappeler que déjà l'an passé, pour la première fois, le festival a retrouvé sa scène principale sur le Léman et sur la place du marché. Le centre des congrès est en réfection. Ça, c'était vraiment une première. Ce sera une deuxième édition dans cette configuration, mais l'année prochaine, c'est sûr, c'est retour au centre des congrès. Oui, parce que si vous vous rappelez bien, même dans la genèse, en fait, on devait faire qu'une seule année hors mur, qui était 2024. Pour des raisons de planification de travaux, ça a été 2 années, ce qui était quand même mieux, parce que ça aurait été une rentrée dans le centre des congrès un peu à la hâte. Et donc, on a convenu avec la municipalité de faire 2 ans hors mur. Donc, ça sera la dernière de la scène du lac. Donc, il faut en profiter cette année. C'est un crève-cœur d'y retourner ou pas du tout? L'année passée était une édition excellente. Les retours critiques et publics étaient bons. Oui. Non, c'est surtout pas un crève-cœur d'y retourner. Moi, je prends chaque fois comme des expériences. Si vous regardez un petit peu Montreux depuis l'avant-Covid, 2019 avec le stade de la Sauce avec Elton John, ensuite la petite scène du lac pendant le Covid, après le retour au centre des congrès, après on ressort avec hors mur. C'est plutôt des expériences différentes les unes des autres. Par contre, chaque année amène un apprentissage supplémentaire. Donc c'est sûr que le retour au centre des congrès va pas être la même chose qu'il n'était en 2023, puisque tout ce qu'on a appris, toutes les scènes qu'on a créées en fait sur les quais, toutes les zones qu'on a pu développer avec la ville et les habitants vont nous permettre aussi peut-être de réfléchir différemment. Néanmoins, la scène du lac telle qu'elle est connue aujourd'hui ne va pas être reconduite puisqu'on retourne au Stravinsky. Question de capacité, un Stravinsky fait 5000 places, 4500 places, la scène du lac fait 5000 places, donc on ne va pas avoir 2 scènes en parallèle. Et plus important pour moi surtout, c'est que la population montreusienne a été assez exceptionnelle de nous soutenir dans cette démarche. On a eu vraiment beaucoup d'accompagnement. Souvent les gens me disent « Ah mais la scène du lac c'est super, c'est 16 jours ». Je dis non, pour les habitants c'est 3 mois. En fait c'est 3 mois les travaux ont commencé, de construction, de démontage, etc. Donc pour nous c'était logique et c'était la promesse qu'on avait fait aux habitants en disant on est hors mur pendant cette période. On va un petit peu vous embêter pendant cette période, mais après on retourne du côté du centre des congrès. On rappelle que le Montreux Jazz débute dans 10 jours. Oui. Donc là, les travaux sont en plein dedans. Okay, tout se passe plutôt pas mal. Est-ce que revenir au centre des congrès, c'est un choix finalement opérationnel ou artistique? C'est les deux, en fait. L'ADN du Montreux Jazz, c'est un festival indoor pour le payant, outdoor pour le gratuit. Ça a un peu toujours été comme ça depuis 1994, en fait, depuis qu'on a déménagé au centre des congrès. L'ADN du festival, c'est aussi son Stravinsky et cette scène du lab un peu plus indé, un peu plus underground, etc. On a transformé cet ADN, c'est-à-dire qu'on n'a pas dérogé à cet ADN dans la transformation, mais on a dû transformer puisqu'on n'avait pas le centre des congrès. Donc c'est obligatoire, pour nous c'était une évidence et jamais s'est posé la question est-ce qu'on va revenir au centre des congrès ou pas. Et je rajoute un élément peut-être plutôt politique aussi qui est super important vis-à-vis de la population de la ville de Montreux, c'est qu'il y a quand même un investissement de plus de 90 millions qui a été consenti pour mettre à jour ce bâtiment, alors pas uniquement pour le Montreux Jazz, mais pour mettre ce bâtiment à niveau. Imaginez-vous que maintenant je dise à la population, à la ville de Montreux, super, merci pour le bâtiment, mais on va rester dehors et puis on va faire les choses sur les quais. Il y a aussi un élément météo. On voit à quel point la météo elle est importante aujourd'hui pour les manifestations en plein air. Je vous avoue que c'est un stress chaque jour d'avoir la scène. L'année passée, vous avez eu un gros souci quelques minutes avant le début de... On a transpiré. De Massive Attack, c'est juste. C'était Massive Attack et puis Zucchero. C'était typiquement dans les 59 ans d'histoire du Montreux Jazz, de voir se gérer un orage, c'est quasiment... pour une grande scène sur le lac, j'imagine que ça c'était un... Oui. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, que les open air connaissent mieux. La différence aussi que nous, on vend chaque concert individuellement. Donc en fait, si vous avez un orage qui arrive au moment du concert de Neil Young,
on ne peut pas dire aux gens, enfin restez un moment, il y a encore 12 autres scènes dans l'enceinte où vous pouvez aller vous amuser comme dans un open air où vous payez un billet pour rentrer dans une enceinte. Là, vous avez une prestation qui doit être délivrée. Si elle n'est pas délivrée, en fait, c'est remboursé. Donc ça crée en fait une dynamique et un stress qui est supplémentaire avec ces risques météo, puis surtout avec la situation météorologique qu'on vit quand même depuis un certain nombre d'années, on ne peut pas le nier. Une dernière question sur cette thématique, ça a quand même permis, donc l'infrastructure plus grande avait permis de faire venir des groupes qui ont une production plus importante. On pense à Justice, on pense à, je sais, cette année, est-ce que c'est le cas également? Est-ce que des groupes qui vont jouer sur le lac n'auraient pas pu jouer au Stravinsky simplement parce qu'ils n'auraient pas été capables d'installer la taille de leur production? Alors c'est vrai qu'on avait profité de cette opportunité de dire avoir une scène extérieure pour faire une scène un peu plus grande. Elle n'est pas gigantesque, mais quand même un peu plus grande. C'était à quelques mètres près, je crois, pour Justice. Alors au Stravinsky, non, c'était la fameuse histoire de Daft Punk. Où Daft Punk avait confirmé en fait, c'est quand ils étaient venus avec la fameuse pyramide et qu'ils avaient la tournée avec la pyramide à Coachella notamment, et ils avaient confirmé la date de Montreux, et en fait la pyramide ne passait pas au Stravinsky pour 30 cm. Donc ça a été ma plus grande frustration de toute mon histoire au Montreux Jazz, c'est d'avoir raté pour 30 cm en fait. Et là cette année vous ratez quelque chose ou pas? Non, vous permettre quelque chose alors on peut se permettre du FK Twigs, du Jamie XX en fait, qui sont des productions assez lourdes quand même et très visuelles. Je ne sais pas si vous avez vu les premiers shows d'FK Twigs en fait en Europe qui sont assez dingues. Donc il y a des shows comme ça qu'on a pu se permettre, qu'on pourra peut-être pas se permettre au Stravinsky. Mais en fait, c'est pas grave parce que de nouveau, chaque contrainte a amené une nouvelle opportunité. Et là, sur la scène du lac, on fait une soirée Benson Boone et Sam Fender qui, en termes de volume financier, avec les 1000 places qu'on a, nous permet de le faire. Si on était au Stravinsky, on aurait peut-être fait juste la soirée Benson Boone avec quelqu'un ou la soirée Sam Fender avec une autre personne. C'est juste la manière de travailler qui est un tout petit peu différente. Vous travaillez pour le Montreux Jazz officiellement, on va dire, depuis 2001, comme secrétaire. Vous avez démarré comme... 99. Vous avez démarré full-time. Comme secrétaire général en 2001, exactement, directeur en 2013. En 2001, ou même en 2009, le Montreux Jazz était déjà au centre des congrès. Est-ce que finalement le festival a... Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le même festival 25 ans plus tard? Et en quelques mots, c'est une bonne question que je me pose souvent. Je pense que c'est toujours le même festival dans le cœur et dans l'ADN. C'est toujours la même mission de festival, cette mission profondément culturelle et touristique. On reste une fondation à but non lucratif. C'est pas un festival qui a des actionnaires, des dividendes, etc. Il y a vraiment une mission culturelle très forte et cet ADN, il reste cet ADN d'hospitalité, d'accueil que Claude Nobs a insufflé dans la manifestation, il est super important. Donc tout ça, c'est resté. Par contre, le business a changé. Le business, la musique a changé, les codes ont changé. Le temps du Claude Nobs prend son téléphone et il appelle son pote musicien qui dit « Ah ouais, tiens, trop cool, je viens faire un concert chez toi ». Ça marche plus comme ça aujourd'hui. C'est totalement révolu parce que Claude Nobs est décédé notamment et que ce genre de personne n'existe plus pour le réaliser, ou est-ce que c'est vraiment... des us et coutumes qui ont disparu vraiment du business? Alors, c'est pas uniquement lié à Claude, c'est lié au business qui a changé. Faut bien se remettre 20 ans en arrière. Un artiste qui faisait un concert, pour promouvoir un album. Et donc, il faisait 95% de son chiffre d'affaires en vendant du disque. Le concert était quelque chose qui lui permettait d'obtenir de la visibilité. Donc, Montreux était parfait dans ce cas-là. Aujourd'hui, on est dans un schéma de financier pour les artistes où 95% de leurs revenus, c'est les tournées. Donc, quand vous demandez à un artiste, ou comme Claude le faisait à l'époque, tiens, tu viens faire un projet spécial, tu viens rendre hommage, etc. C'est un coût qui est très important pour un artiste, parce que ça veut dire qu'il doit engager les musiciens, il doit faire des répétitions, il doit faire une prod. Et aujourd'hui, comme c'est son seul revenu, les grands groupes comme Live Nation, AEG aussi, qui sont derrière ces artistes, vont dire non, attendez, ça on fait plus. C'est bien joli le côté amical avec Montreux, mais ça coûte trop d'argent, parce que si on fait 3 dates à côté, on va gagner plus d'argent que si on en fait une à Montreux. Néanmoins, le côté amical, relationnel, il reste, et c'est ce qui rend des moments comme Neil Young cette année, comme Kravitz et Sting l'année passée, qui sont des artistes qui pourraient prétendre aller dans des festivals de 20, 30, 40, 50, 100 000, et qui acceptent toujours de venir à Montreux parce qu'il y a un ADN qui est différent. Mais précisément cet argumentaire de l'amitié, et puis même des vacances, quand on savait que Montreux c'était aussi vu comme un moment où l'artiste pouvait se poser quelques jours, faire un break. On est maintenant dans une structure tellement bien réglée
qui doit tellement optimiser ses profits qu'il n'y a même plus le temps de s'arrêter à Montreux dans les tournées. Ça, c'est vraiment une période révolue. Oui et non, c'est ça qui est joli en fait dans l'histoire Montreux, si je peux me permettre, c'est que on est presque pris à notre propre piège. C'est-à-dire que maintenant, il y a des agents qui nous appellent une fois qu'ils ont booké la date en disant « Mais c'est la tradition à Montreux, donc vous ne pouvez pas nous offrir 3 nuitées parce que notre artiste, il veut rester un petit moment. » Ça reste un peu irrationnel financièrement parce que ça a un coût, mais on fait toujours ça. Vous regardez Chaka Khan, cette année, elle reste quasiment 1 semaine, elle répète. Neil Young va rester 2 jours. Et c'est normalement des choses qui sont... Donc ils vont utiliser Montreux comme leur jour de congé. Dans la tournée, et ce qui pour nous est super parce que même si c'est un coût hôtelier, déjà les hôteliers et l'Office du tourisme nous aiment beaucoup là-dessus parce qu'ils ont compris en fait l'importance de ça, et puis ça permet ces moments magiques de jam session d'un artiste disponible. Rappelez-vous des Mathieu Bellamy de Muse en fait qui vient 2 jours avant, qui mange un kebab sur les quais, des John Baptiste l'année passée qui est venu pratiquement 15 jours ça, avec on toute a sa vu ça famille. aussi avec Dragon Bone Man qui était venu quelques jours plus tôt l'an passé également. Vous dites qu'auprès des jeunes artistes, c'est quelque chose qui... Le nom Montreux continue de fonctionner auprès des moins de 30 ans. Cette tradition d'amitié et de relation avec l'artiste, elle fonctionne. Prenez dans la brève histoire récente, enfin les Dragon Bone, les Paolo Nutini, les Ray maintenant. Ray, c'est la première fois qu'on fait une artiste back-to-back. Et en fait, et pour elle, c'était une évidence qu'elle allait revenir sur Headline. Donc ça reste en fait cet ADN assez irrationnel. Alors ça veut dire que des fois, il y a des choses... On regarde passer parce que vous prenez une tournée de Ed Sheeran aujourd'hui, c'est tellement énorme, c'est tellement gros, même si on a un lien d'amitié avec lui, c'est clair que c'est pas possible techniquement qu'au milieu de sa tournée, des fois j'entends, on dit ouais mais là il y a vous répondez justement aux questions qui disent oui mais peut-être qu'il a le temps de passer à Montreux. Dans ces cas-là, et Ed Sheeran c'est un bon exemple parce que lui-même vient des clubs, lui-même a toujours défendu une proximité avec les clubs. Vous dites en fait le schéma économique est tellement rodé que pour un artiste en tournée, c'est quasiment impossible de déroger en fait à une quarantaine de dates. C'est-à-dire, ce soir, je fais un petit break, je vais juste jouer seul à Montreux. Il pourrait faire sur un jour de congé, mais c'est quand même très compliqué. Vous avez en tête certainement tous les articles qui sont sortis sur la tournée de Taylor Swift où on part d'un coût de la tournée d'1 milliard de francs pour 300 dates ou un truc comme ça. Donc faites le calcul par date. Mais ça veut dire en fait que ça, c'est des coûts qui sont engagés par jour. À l'époque, on parlait de certaines tournées comme les Red Hot qui étaient à 500 000 francs jour le coût. Là, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions de coûts. Donc un break, ça coûte ça, quoi. En fait, si l'artiste, il dit dans sa tournée, au lieu de faire une date qui va rentabiliser ça, je me fais Montreux seul avec ma gratte, ça pourrait jouer. Par exemple, si je sais pas, il fait un concert à Zurich et puis il dit tiens, je vais faire juste une apparition à Montreux pour un truc comme ça. Mais généralement, ça, ils le font pas parce que c'est tellement calé, c'est tellement organisé, c'est tellement structuré que ça devient... Il ne faut jamais dire jamais, il y a toujours une exception à la règle, mais c'est assez compliqué. Néanmoins, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir un artiste comme Ed Sheeran. Pour moi, c'est vraiment de se dire, une fois que cette tournée de stade est terminée, de venir faire un one-off à Montreux, seul avec sa gratte, et faire peut-être un hommage à quelqu'un ou une prestation spéciale, comme à FM Muse, en fait, juste les 3 sur scène, où ils avaient fait des side B d'albums. Ça, c'est des choses qu'on va cultiver. Et puis, ça marche ou ça marche pas, mais on essaye toujours. La puissance vraiment de cette économie, de ces énormes groupes, Live Nation, qui font du management, du touring, de la représentation, de la promotion, de l'enregistrement, qui font tout, on appelle ça des 360 contracts. On peut le regretter, néanmoins, on va dire c'est comme ça, mais pour autant, quand on est amoureux de la musique, quand on a connu le Montreux Jazz à l'époque où limite c'était un coup de fil au management, il fallait juste trouver le bon moment où il était chez lui. Je sais qu'il ne faut pas dire que c'était mieux avant, mais pour autant, est-ce qu'il y avait certaines choses qui étaient plus agréables quand on organise un festival? Oui et non. Enfin, vous me connaissez. Pour moi, chaque contrainte amène une opportunité nouvelle et un développement nouveau. Donc, je suis plutôt toujours enthousiaste de ce qui va venir. Bien sûr, on peut regarder dans le passé, dans le rétroviseur, en disant c'était plus facile avant, c'était différent, etc. Mais c'est plutôt de se dire aujourd'hui, comment avec ces codes-là, on peut de nouveau créer de l'exceptionnel et une expérience qui soit différente. Et je trouve que c'est encore plus jouissif quand on arrive dans un cadre qui est plus ou moins stéréotypé, à dégager quelque chose de profondément humain. Et pour moi, je pense que la culture doit rester ça doit rester en fait
un moment d'expérience humaine, d'émotion, qui sont diverses et variées. Vous prenez des grands open air, vous êtes dans une émotion sociale, vous êtes dans une expérience sociale. La foule, j'ai encore regardé les images de Hellfest ce week-end, c'est dingue. Je veux dire, il y a un truc, une sorte de communion musicale qui est assez dingue. Et puis chacun va essayer, et nous, on va essayer vraiment de générer cette expérience dans l'intimité, dans la proximité, dans la petitesse, en fait, des scènes du festival. Donc je trouve plutôt que c'est des... Moi, j'aime bien les défis et j'aime bien surtout retourner la table et transformer un modèle. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un qui avait dit très justement, en fait, vous parlez de l'évolution du festival et de l'ADN, et qui avait, je trouvais très joli, qui avait dit, en fait, le Montreux Jazz a tout changé pour que rien ne change. Et je me suis vraiment retrouvé là-dedans. C'était de se dire, en fait, j'essaie de faire évoluer, et toute l'équipe essaie de faire évoluer le festival, essaie de transformer le festival dans les codes d'aujourd'hui pour que finalement, son ADN intrinsèque ne change pas. Vous pensez souvent à Claude Nobs? Oui. Oui, bah ça fait. Claude, il est là, il est présent, il est dans l'air. Des fois, je souris moi-même en me disant tiens, qu'est-ce qu'il aurait pensé. Qu'est-ce qu'il aurait pensé justement? Alors la scène du lac, il aurait surkiffé, ça c'est sûr. Mais la situation actuelle où on peut plus atteindre un management, mais on atteint avant tout des avocats et des enfin, j'imagine, c'est des choses qui l'attristait peut-être déjà à l'époque. Vous m'avez raconté une histoire autour de Santana qui viendra cette année. Ouais, je pense que il aurait aimé, et ça l'aurait beaucoup excité de voir où le festival est aujourd'hui, dans son développement, dans ce qu'on a fait en 2024-2025, des festivals internationaux et tout ça, ça leur aurait beaucoup plu. Par contre, l'état du music business aujourd'hui, où justement, enfin, c'est les avocats, les financiers qui décident un peu le plan de tournée, ça lui était déjà pénible peu de temps avant sa mort, en 2010, 2011, 2012. Donc je pense que c'est quelque chose qui l'aurait pas mal agacé dans la situation actuelle. Mais je pense qu'il aurait aussi essayé comme moi, en fait, essayer de trouver des solutions pour quand même préserver cette notion d'hospitalité. Et vous avez mentionné Santana, en fait, on l'a raté en 2012, et puis là, il revient maintenant en 2024 pour un concert qui va certainement devenir historique sur la scène du lac, 2025. Pardon. Alors justement, il fait partie des légendes du festival, légendes sur lesquelles vous bâtissez votre promotion également. À juste titre, Neil Young, Santana, Diana Ross, Lionel Richie, voilà, ces gens, ces personnes, ces artistes ont bientôt 80 ans sinon plus. C'est une sempiternelle question, mais comment est-ce qu'on avance dans cette vitrine aux légendes quand ils disparaissent petit à petit? Est-ce que... je vais vous répondre, peut-être une réponse de politicien, mais en fait, vous m'aviez posé la même question on a des tas de politiciens, ça. Vous m'aviez posé la même question quand Bowie, Prince, B.B. King étaient décédés. Ça, c'était il y a bientôt plus de 10 ans. Et puis, comment le festival allait régénérer ses stars, ou fait, les gens avec qui il a amitié. Et on le voit que ça se fait aujourd'hui. On a cité des Ray, on a cité plusieurs artistes, en fait, qui prennent le relais, en fait, finalement, dans tous les styles musicaux. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. On parlait du côté un peu négatif des sociétés à 360 degrés, puis on voit aujourd'hui qu'il y a aussi une régénérescence musicale qui est assez incroyable. Moi, je suis très heureux de voir que le jazz renaît complètement grâce à ce jazz anglo-saxon, moderne, et c'est des cycles, en fait, dans la musique, et puis faut simplement les observer, puis les embrasser à un moment opportun. Vous dites, c'est intéressant, le jazz, c'est là où la jeunesse vit le plus, enfin, tel que vous l'exprimez régulièrement. C'est vrai, il y a vraiment une scène, notamment le jazz britannique, effervescente, créatrice. Longtemps, le jazz, c'était un peu, très paradoxalement d'ailleurs, puisque le Montreux Jazz est né du jazz. À une époque, j'ai l'impression qu'on ne savait plus très bien qu'en faire de ce jazz qui était un peu, qui était un peu vieillissant. Là, vous dites, finalement, et chaque année, vous rappelez que c'est vraiment là où la fantaisie et la création se projette le plus. Et de nouveau, c'est toujours, faut faire 2 pas en arrière, en fait. Et ce qui est important pour nous, c'est de prendre le recul par rapport à une situation et de l'anticiper. On a été pas mal critiqué quand on a fait un peu moins de jazz dans les salles. Enfin, on a toujours les fameux posts. Il y a un baromètre de jazz, tout le temps. Est-ce qu'il est trop jazz ou pas? Chaque année, on vous dit que vous l'êtes pas assez. Est-ce que c'est le jazz ou est-ce que la soul c'est du jazz? Est-ce que le blues c'est du jazz? On peut chacun y aller dans sa définition. Pour moi, la question, elle n'est pas là. Elle est vraiment dans la qualité artistique et la qualité musicale. Néanmoins, c'est vrai que le jazz
jazz dit un peu plus traditionnel, qui est plutôt le jazz dans sa perception européenne plus qu'américaine. Hein. Il s'est un peu essoufflé, notamment en termes d'artistes qui y a de moins en moins, et là on parle d'artistes qui ont disparu, et puis d'un public qui est moins en moins présent. Et là, nous on avait fait en fait un choix assez radical de dire en fait on va re-rendre le jazz gratuit avec le Memphis. Vous rappelez-vous, ça a été pas mal critiqué quand on a supprimé le Montreux Jazz Club et qu'on a dit on fait un Memphis gratuit pour re-rendre le jazz de nouveau accessible à un public plus jeune. Et je suis super heureux de voir maintenant qu'au Memphis, vous avez 50% de la salle qui a moins de 30 ans, il y a un jazz très, très novateur qui vient. On parle des Arlo Parks, on parle des Ezra Collective, on parle de beaucoup d'artistes qui sont d'ailleurs au Casino cette année. Ça marche super bien, on est très très contents. Et il faut continuer dans ce sens-là. Et je pense que là, on est dans une période où le jazz est en train de redevenir un peu hype, donc c'est cool. On voit que le blues, un peu plus difficile, mais il faut le pousser. C'est pour ça que nous, on aime faire en fait ces soirées un peu blues rock aussi, enfin, avec des Joey Bonamassa, avec même des artistes un peu comme les Hermano Guterres qui jouent pas du blues, mais qui ont une inspiration blues, parce que ces artistes nous aident en fait à transmettre un message sur un certain style musical. Et c'est un peu notre rôle aussi. Pour ça, vous pensez avoir un rôle pédagogique auprès d'une génération plus jeune, peut-être, qui découvre non seulement du son live, mais également éventuellement des légendes, si elle a le porte-monnaie pour ça, parce qu'on va y venir, évidemment ça coûte quand même, les billets restent élevés, mais ça c'est une constante un peu générale. Cette jeune génération, la faire rentrer par le jazz, par des concerts gratuits, des choses comme ça, est-ce que c'est une... Ça reste super important, ça a toujours été important pour nous, c'est pour ça qu'il y a toujours eu à Montreux les jam sessions, les workshops, les masterclasses, dans une approche plus éducative. C'est pour ça qu'il y a la Montreux Jazz Artist Foundation. Quand on dit Montreux Jazz Artist Foundation, on a l'impression qu'elle est consacrée uniquement sur les artistes de demain, mais elle est aussi très concernée par l'accessibilité à la musique pour tous. D'ailleurs, le Memphis est quasiment 100% produit par la Montreux Jazz Artist Foundation pour rendre la musique accessible. Et ça, pour moi, c'est une mission fondamentale de Montreux. C'est pour ça que je suis toujours très heureux que Montreux soit une fondation, un but non lucratif, parce que justement, ça nous permet de faire des choix comme ça, avec une mission en toute humilité. On se positionne pas du tout en disant on va faire découvrir, on va faire machin, etc. Chacun prend ce qu'il a envie de faire, mais je pense que c'est important qu'on s'inscrive dans une évolution de la musique en général. Je parlais du prix des billets avant, c'est un leitmotiv chaque année, mais encore une fois, ça ne concerne pas que Montreux, ça concerne à peu près tous les festivals, tous les open air. Les prix augmentent, les cachets augmentent. En même temps, on a l'impression que c'est une litanie depuis 20 ans. Et pour autant, ça n'empêche pas les gens de remplir. La plupart des grands festivals sont sold out. Est-ce qu'il y a un plafond de verre quand même qu'on va atteindre ? Cette question, elle est compliquée parce que c'est vrai qu'on voit... les gens sont prêts à mettre de l'argent. Il y a des phénomènes aujourd'hui qui, moi, me déconcertent complètement. Quand vous voyez que 30%, voire 50% des acheteurs de billets de Taylor Swift à Paris sont des Américains qui préfèrent prendre, que ça leur coûte moins cher de prendre l'avion, l'hôtel et le billet à Paris, parce qu'aux États-Unis, le billet est 2500 francs en prix de départ. Là, quand nous, Européens, on voit ça, on dit waouh, on est complètement fous. Puis on va dire ah ben attends, nous on est à 120 francs, donc ça va. Et on ne peut pas faire ce genre de raccourci. C'est-à-dire que chaque festival a son positionnement, chaque proposition artistique a son positionnement qui doit correspondre à un public. Le public le prend ou le prend pas. Il y a une réalité économique. C'est-à-dire que nous, on a toujours gardé un ratio qui est ultra clair. C'est-à-dire que la billetterie doit couvrir les frais artistiques. Point, c'est tout. Donc ça ne couvre rien d'autre. Et il y a parfois des moments où on a super envie de faire un artiste. On voit l'offre cachet qu'on doit faire et on fait le calcul de ce que ça représente en billets, puis on se dit, non, ça c'est ridicule de faire ça. Mais au final, c'est quand même une certaine voracité de l'artiste qui il va dire c'est la loi de l'offre et la demande. On me demande on me propose tant, j'accepte tant, et puis alignez-vous. Pourquoi ces prix ont augmenté? On dit que les charges ont augmenté, ils sont entourés d'encore plus de monde, tout coûte plus cher. Mais au final, les artistes pourraient décider, et c'est ce que The Cure a fait il y a 2 ans, en disant qu'ils plafonnaient leurs billets, de dire non, nous on pourrait jouer pour le double, mais on jouera pour moi. Ouais, alors, c'est une question
Attention à une mini-hypocrisie qu'il y a là derrière, c'est qu'il y a pas mal de groupes qui s'affichent, je ne sais pas si c'est le cas de Cure, mais qui s'affichent, disant nous on plafonne le prix du billet, par contre ils ne plafonnent pas le prix du cachet. Hein. Donc attention aussi à cette... parce que des fois c'est bien joli, on dit ouais, on doit faire un prix populaire, et puis nous on voit arriver en fait, le coût du cachet, on dit ouais, c'est mignon, j'adore la démarche d'être super populaire, mais en fait si tu me factures le double, et puis que moi je ne peux pas augmenter le prix du billet... Ça vous est déjà arrivé ça? Oui, ça arrivé. On a eu ce genre de remarques en disant voilà le cachet qu'on attend, mais en fait le prix de billet ne doit pas dépasser 72 francs. Tu dis mais t'es chou, mais on fait pas en fait, parce que c'est juste pas possible. Alors tu peux faire si tu as 10 000, 20 000, 30 000 personnes, puis ça c'est des choix qu'on doit tous faire dans notre humble conscience, c'est de dire ben voilà, est-ce qu'on a un public qui potentiellement peut mettre ce prix de billet, mais au même titre que quand vous allez dans un restaurant, au même titre que vous achetez une paire de baskets, c'est en fait quel prix vous êtes d'accord pour mettre pour cette prestation. On fait pas tout juste, je veux dire, des fois, le lendemain, on aurait dit, ah bah tiens, on aurait dû faire le prix différemment, etc. Mais on a une ligne assez claire par rapport à ça. Vous craignez une gentrification du Montreux Jazz, on est de dire, voilà, c'est comme vous le dites, hein, je ne suis pas allé au concert de Taylor Swift à Paris, mais effectivement, j'imagine que les Américains qui viendraient la voir là ne sont pas les plus pauvres aux États-Unis. Du coup, c'est comme Coachella en Californie, à la base, c'était un festival un peu alternatif qui est devenu un festival pour une jeunesse bourgeoise riche. Mais je crois pas. Alors, déjà, pour être tout à fait honnête, proportionnellement, je veux dire, si vous prenez sur les 20 dernières années, le billet Montreux a relativement, billet debout, il a relativement peu augmenté. Ceci étant dit, c'est-à-dire que peut-être il y a 20 ans qu'on était très cher par rapport aux autres. Par rapport à aujourd'hui, je dirais qu'un prix de billet moyen à 115 francs, si vous regardez les open air en Suisse, on est quasi à peu près tous dans ce même prix. Donc, mais ce n'est pas un argument, c'est juste qu'en moyenne, c'est un constat que ça pas... C'est simplement mathématique pour nous, c'est que si on avait impacté sur le prix du billet l'évolution des cachets, on serait à 300 balles la place debout, donc ça ne serait pas possible. Ce qui n'empêche pas les gens de l'acheter, cela dit. Ouais, mais après, faut pas pousser le bouchon trop loin. C'est là où ça deviendrait un festival de riches. Hein. Justement, c'est pour ça que c'est pas parce que vous êtes petit, que vous avez une petite capacité, que tout d'un coup, vous pouvez vous permettre de faire des prix hyper chers qui s'adressent qu'à un segment de la population. Ça va toujours être trop cher ou pas assez cher pour quelqu'un, de toute façon, mais il faut trouver le juste milieu, puis surtout avoir une cohérence dans cette approche-là. C'est pour ce que j'essaie de cultiver. Gentrification, je pense pas, parce que quand on voit, moi ce qui me fait très plaisir, et dans ce côté pédagogique dont on discutait tout à l'heure, c'est qu'on voit la jeunesse d'aujourd'hui a une ouverture d'esprit musical assez dingue, hein, en fait, grâce aux plateformes, aux réseaux sociaux, à Spotify. Et quand je vois l'année passée le concert de Deep Purple, où quasiment 50% des gens qui sont dans la salle ont moins de 35 ans, ça me fait super sous la plaisir. Lune, en l'occurrence. Pardon ? Deep Purple était sous la Lune, du coup. Oui. Enfin, vous dites dans la salle, mais voilà. Oui, pardon. Ouais, c'est vrai que c'est sous le coucher de soleil. Et donc ça, je trouve que c'est super intéressant, ça me touche, parce que ça montre en fait que dans le public même, il n'y a pas un stéréotype ou une stigmatisation en fait, du public ou des styles musicaux. Et vous avez des jeunes qui vont écouter du hip-hop, de l'électro, du hard rock. Nous, on était plus dans une génération où, en fait, quelque part, on nous donnait à manger ce que les maisons de disques avaient décidé de nous donner. C'est ça que je parle aussi dans le point positif de l'évolution du marché. À l'époque, en fait, on écoutait ce que les maisons de disques sortaient. On ne savait pas tout ce qui ne sortait pas derrière. Donc, on avait l'impression qu'on était super parce qu'on écoutait tel album des Floyd, tel album et qu'on était super à la page. Mais en fait, on était juste en train de suivre une stratégie de diffusion. Une sélection qui avait été faite en amont. Bien sûr, par les maisons de disques qui étaient toutes puissantes à ce moment-là. Il y a eu un gros brassage de tout ça. Ça donnait une accessibilité à la musique sur les plateformes, des fois à se perdre, même nous on se perd, hein. Des fois que vous allez sur Spotify avec 7 millions de titres par jour, je ne sais même plus quoi écouter, mais ça donne une dynamique qui est complètement différente, et puis je crois que je vous ai raconté cette fameuse histoire que je trouve tellement touchante finalement, c'est ce jeune étudiant à qui je donnais une conférence à l'université qui en sortant me dit « Monsieur Jaton, il faut absolument que vous écoutez un groupe qui est génial ». Je dis « Ah bon, je vais découvrir un truc ». Il dit « C'est un groupe de rock qui est dingue, il s'appelle Nirvana ». Et on peut en rire, je trouvais ça super, mais qu'un jeune de 18 ans, 19 ans trouve ça tellement cool, en fait, d'écouter Nirvana sur les plateformes, qu'il soit mort ou pas, ça change rien. C'est juste l'attrait de la musique. Et c'est le bon son, la bonne musique, et puis ça fait plaisir. Une dernière question avant de prendre les questions des internautes, des lecteurs et lectrices. On parlait de cette structure à l'époque où les maisons de disques étaient toutes puissantes, les artistes étaient des méga stars.
avec des caprices de stars. Je dévoile pas un secret en disant qu'à l'époque, Miles Davis avait réclamé une Ferrari noire et elle était rouge, alors il a fallu en trouver une noire. C'est ça. C'est mignon. Ça arrive encore, ce genre de choses, ou ça fait aussi partie d'une époque révolue? C'est moins rocambolesque, pour être honnête. Il y a toujours des petites demandes assez drôles. Et puis moi, j'adore ça parce que c'est comme... J'ai toujours dit en fait qu'on est un peu comme un concierge d'hôtel. Et puis on essaye de répondre à toutes ces demandes qui sont pour moi pas des caprices, mais qui sont plutôt une envie d'un artiste qui est en tournée de retrouver un certain nombre d'habitudes. Là, on a des demandes d'huîtres ou des demandes de caviar spécifiques pour des soirées, mais c'est plutôt mignon en fait. Une question qui agite beaucoup nos lecteurs, c'est la question des sandwichs au magret à Montreux. Parce que visiblement, Paléo a annoncé que pour des raisons diverses et variées, ils arrêtaient d'en faire. Est-ce qu'on trouvera des sandwichs au magret à Montreux? Oui, toujours le stand des 500 qui sera à Montreux et qui proposera les fameux magrets. D'accord. Bon, blague à part, c'est une question des questions un peu sociétales sur justement que manger, qu'écouter dans une période justement politiquement trouble, où on sait que certains artistes s'engagent pour ou contre quel sujet que ce soit, il y en a beaucoup. Oui. Est-ce que parfois, organiser un festival, c'est un sport de combat aussi? Oui, alors ça de plus en plus, parce que en fait, et c'est assez normal de manière, sur le plan sociétaire, les festivals sont devenus des véritables caisses de résonance. C'est très médiatisé, ça fait beaucoup de bruit sur une période donnée, donc c'est un peu utilisé pour faire passer un certain nombre de messages. Et ça peut rendre en fait notre tâche et notre mission intrinsèque, qui est d'organiser un festival, un tout petit peu compliqué. On essaye de traiter tous ces sujets avec un maximum d'honnêteté, avec un maximum de consistance, et surtout en mettant toujours de côté nos avis personnels pour mettre en avant en fait la ligne directrice du festival. Et ça, c'est super important parce que si on commence à rentrer en fait sur des avis multiples et variés des personnes qui sont là ou pas dans une manifestation, ce qui est important, c'est que la manifestation elle s'adresse à son public. Et elle doit avoir une certaine neutralité, pour parler un terme très suisse, mais aussi une approche assez apolitique dans la musique. Et il faut tenir cette ligne de conduite. C'est pas toujours facile parce que vous avez des fois des frondes qui viennent à gauche ou à droite sur certains sujets qui sont multiples et variés aujourd'hui, surtout dans la tension géopolitique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Quelle place laissez-vous aux artistes suisses dans la programmation? C'est une bonne question, mais toujours, moi j'ai toujours prôné la même chose, c'est-à-dire que j'ai jamais eu envie d'avoir en fait une scène suisse dédiée, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un peu quelque part mettre les Suisses à un endroit. T'as dit un peu un ghetto ou... Pas un ghetto, j'aurais pas utilisé ce terme, mais c'était comme si en fait se donner bonne confiance de mettre en fait des artistes suisses, alors qu'il y a des artistes suisses qui sont juste dingos, qui méritent d'aller sur la scène du lac, Hermanos, Yola au Casino. Chaque année, il y en a 2 ou 3 qui sont les scènes. Nous, on va toujours travailler sur la qualité, sur l'expérience plutôt que sur la quantité. J'aime pas trop travailler sur les quotas, puis dire « Eh oh, regardez, super, on en a eu 27 ou 28, etc. » Ça, c'est un peu aussi l'approche médiatique qui a besoin de mettre des chiffres dans des cases et de mettre des quotas. C'est une question qui revient régulièrement. J'ai l'impression qu'elle a été moins prégnante ces dernières années. Et moins. L'artiste suisse, peut-être que l'artiste suisse, maintenant fait partie des artistes internationaux également. Alors, justement, pour moi, le combat, il est plutôt là. C'est que on a une sorte de mauvaise humilité en Suisse sur les artistes suisses qui sont juste méga talentueux. Il y a des artistes incroyables. Et puis, moi, mon rêve, c'est de pouvoir faire la moitié des soirées au Stravinsky ou à la Scène du Lac avec des artistes suisses qui remplissent 5000 billets parce qu'ils ont parfaitement les compétences de faire. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle vague, en plus, d'artistes suisses. Beaucoup romans, d'ailleurs, si vous regardez, que ce soit dans l'hip-hop, que ce soit dans l'électro, il y a des choses génialissimes qui sortent. Dans le gratuit, il y en a énormément. Dans le payant, il y en a un peu moins, parce que justement, on essaye de choisir les bons slots, les bons endroits. Pour moi, de nouveau, ça ne sert à rien d'en mettre partout. Il faudrait juste que vous avez vu quand... l'artiste, son nom m'échappe maintenant, qui avait joué devant Lionel Richie. Navi, merci. J'avais Yamé en tête. Navi, qui est splendide, avait ouvert devant Lionel Richie et l'avait ouvert d'une classe incroyable. Même Lionel avait dit waouh, cet artiste, elle est dingue. Bah, ça a été pour elle un tremplin de dingue. Ça lui a permis d'avoir de la visibilité. Et puis ça, on est content d'avoir pu le proposer. Vous vous rendez compte que le Montreux Jazz, c'est ce potentiel
qu'il ne faut pas rater également pour un artiste. Il faut que l'artiste soit au bon niveau, au bon moment aussi également, et ce ne serait pas lui rendre justice que lui donner. Voilà, on pense à Elisové également qui a ouvert pour Nick Cave. Ah, c'était dingue. Voilà, c'est des concerts importants et il faut que l'artiste soit au bon niveau. Par contre, c'est un propulseur. Oui, mais justement, il faut prendre le propulseur au bon moment parce que ça peut faire l'effet inverse aussi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le bon timing, juste parce que, en fait, on veut remplir des cases, ben justement, on peut faire des erreurs qui va prétériter l'artiste aussi. Donc, il faut faire gaffe à ça. On parle des concerts. Une autre question des internautes. Quel est le concert qu'il ne faut pas rater cette année et au premier rang desquels vous serez en sueur? Alors moi perso, il y a une soirée que j'attends énormément parce que c'est vraiment une grosse exclue suisse. Première venue en Suisse, c'est FK Twigs avec Jamie XX qui lui revient après 10 ans. Et puis FK Twigs, on a vu les premières images, les premiers concerts, c'est dingue. Alors faut aimer ce style-là. Après, j'aimerais jouer énormément du retour de Grace Jones parce qu'il y a 7 ans, quand elle est venue, elle avait fait une prestation. Cette soirée, en plus, cette dualité, c'est une soirée qui a été transformée. Hein, c'était Ise Lelo et puis qui est devenue Ise Grace Jones, donc dans un format complètement différent. Donc ça, c'est sûr que je veux pas rater ce moment-là. Et puis après, un gros coup de cœur perso pour London Grammar et Rufus du Sol, qui est une des premières soirées qui a été confirmée, parce que c'est beaucoup ma cam en termes musical. Et puis, j'ai envie évidemment, je ne vais pas rater Neil Young, évidemment, je vais pas rater... Ah oui, Pulp, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on en a parlé journalistiquement aussi. Pulp, ça c'est des petits plaisirs. C'est la première fois qu'il joue au festival, je crois. C'est des petits plaisirs et puis c'est des paris parce que là on essaye de ne pas se laisser embarquer par un avis personnel parce que le pire dans la programmation c'est de faire de l'ego trip et à un moment on se dit ok Pulp revient un petit peu sur le devant de la scène, ils ont un nouvel album, ça fait en fait 20 ans qu'ils ne sont pas venus en Suisse, la dernière fois c'était à Paléo en 2001, ça fait erreur. Moi je les ai vus à Primavera, le show incroyable l'année passée et puis c'est un peu un pari, c'est comme Noah Kahn, quand on fait le pari de Noah Kahn qui en Suisse romande, c'est un peu les gens, c'est qui c'est un monstre sacré aux États-Unis aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle vague. Et là, on voit que ça s'adresse à un public beaucoup plus jeune en Suisse. Et beaucoup plus international également. Et beaucoup plus international. Il faut rappeler qu'effectivement, Montreux Jazz, je ne sais pas si vous avez un pourcentage du nombre de... On frise les 30% de visiteurs internationaux aujourd'hui avec fréquentation prioritaire Allemagne, Angleterre, États-Unis. Donc c'est important de savoir aussi ce qui marche là-bas. Oui. Pour éventuellement avoir du public. Et c'est rendre. Alors, c'est la mission première du festival, qui était de faire résonner la ville de Montreux. On fait quand même 60 000 nuitées sur la ville de Montreux, donc c'est important. Il faut faire aussi tourner les hôtels. Mais vous prenez une soirée justement comme Sam Fender et Benson Boone. En Suisse, on va dire ah, tiens, super méga cool. Un anglo-saxon qui va voir ça, alors que les deux, généralement, ils jouent dans des stades de 50 000 personnes, il va dire mais c'est complètement dingo, quoi, en fait, d'avoir les deux en même temps sur la même soirée. Donc là, il y a des gens qui font le déplacement. Quelqu'un nous demande qui seront les invités spéciaux de Wax. Est-ce que vous pouvez nous donner un scoop, histoire qu'on ait un scoop? J'adorerais, ouais. Et ils sont méga cool. Alors, il y en a une qu'on a pu annoncer, c'est Pomme. Qui est un habitué avec Wax, donc Pomme. Et puis il y en a un deuxième, mais que j'ai pas fondamentalement le droit de le dire parce que pour l'instant, mais voilà, qui est plutôt entre nous, qui est plutôt dans le rap français, un peu old school, avec l'as de pique ou des choses comme ça, par exemple, qui pourrait accompagner en fait Wax sur cette soirée. D'accord. Donc si moi je dis le nom, on a le droit contractuellement. Si j'imagine que MC Solar serait là, par exemple. Tu peux dire ce que tu veux. Voilà. Je peux accepter ou. Ok. Donc MC Solar par hasard. Je ne sais pas si c'est lui qui avait fait l'as de pique, peut-être. Ok, non, on en reparle là. Dernière question, et il nous reste 1 minute et quelques. En 1 minute 30, on n'y arrivera pas. Votre avis sur la démocratisation de la création musicale via l'IA? Ah waouh, super bonne question. Nos internautes sont assez... Ouais, non, génial, super bonne question. Alors, en 1 minute 30, je ne vais pas réussir à y répondre. Non, quoi, à la limite. Non, mais je pense que il faut vraiment se concentrer sur ce sujet. C'est un vrai sujet. Il ne faut pas non plus en avoir peur. Ça va bousculer un certain nombre de choses. Ça ne va pas bousculer le live, pour moi. Ça va plutôt bousculer la composition. Mais il faut y être attentif. Et comme toute nouvelle technologie, je pense qu'il faut plutôt l'embrasser que plutôt la refuser, mais l'embrasser à un bon escient. Et pour moi, ce qui est super important, et c'est un peu de la philosophie à 2 balles, mais c'est qu'il faut toujours laisser l'humain au centre de toutes les préoccupations. On est des humains, on vibre, on a une passion. La musique et l'art, c'est quelque chose qui nous fait vibrer dans notre profond intérieur. Même si l'IA peut nous accompagner dans un certain processus créatif, il faut laisser l'authenticité
humaine au centre de toutes les préoccupations. Bon, sur ces magnifiques paroles, je vous remercie vraiment. Non, mais, je suis sincère. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je vous souhaite tout de bon pour cette édition qui démarre le 4 juillet. On se voit dans quelques jours à Voilà, Montreux, au volontiers. soleil. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.